il y en a combien qui n'ont jamais gagné d'argent? Beaucoup trop. Et donc, du coup, on s'est dit, on va envoyer les gens à l'abattoir et ça serait pas honnête. On va continuer évidemment à parler de développement, de programmation, de se former en ligne sur tous ces sujets. C'est maintenant, c'est tout de suite avec notre invité Mathieu Nebra. C'est parti. On a un super invité, Mathieu Nebra. Comment vas-tu, Mathieu? Salut, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Trop content, même plus que content, on est honoré de t'avoir. Wow. C'est clair. Non, évidemment, on en discutait juste avant. Mathieu Nebra, on te connaît tous un petit peu, t'es un peu le grand frère de tous les développeurs finalement. C'est clair. Donc tu dis pas le grand-père, ça va? Non, mais voilà, en début, si vous avez commencé à coder dans les débuts des années 2000, le site du zéro, c'est évidemment un truc que vous connaissez, une référence pour nous tous. Plus récemment, vous connaissez Open Classroom, donc c'est évidemment avec un grand plaisir qu'on te ressent. Il y a toujours ce truc-là où un jour, ce serait quand même pas mal, tu vas apprendre un petit peu à coder, mais c'est vrai que c'est hyper dur de savoir où donner de la tête, quoi. Il y a tellement de contenu, enfin surtout maintenant, il y a une manne d'informations, de conseils contradictoires. Il n'y a pas de chemin vraiment très très clair pour aujourd'hui se mettre au code, à la programmation, à l'informatique en général. Tous les devs savent que en fait tu peux perdre un temps vraiment fou, quoi, si tu sais pas un peu où donner de la tête et où te concentrer. Évidemment, qui de mieux pour parler de tout ça que Mathieu Nebra? Comment est-ce que Mathieu Nebra apprendrait à coder en 2022? Parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé depuis que toi t'as appris. T'as commencé quand à apprendre en fait? 13 ans, quand j'ai démarré le site du zéro, en fait, je voulais apprendre à créer des sites web et je me suis dit comment est-ce qu'on fait? Donc c'est quoi, de l'année 2000 en fait à peu près? Ah, même avant. 99. Et ben à ce moment-là, tu fais comment déjà pour apprendre? Je vais à la Fnac. Tu prends un bouquin en fait? Ouais. Mais C'est pour ça que je suis allé à la Fnac. Juste ça. Je suis allé à la Fnac parce que c'est le seul truc dans la région où il y avait des bouquins sur l'informatique et donc le seul moyen d'apprendre c'était ça. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et donc c'était un bouquin sur quoi? HTML. Et donc ça donne que ton premier cours que tu as jamais créé en ligne, c'était un cours sur HTML. Ouais, tout à fait. Le tout premier, et d'ailleurs toujours en ligne, et toujours un des plus consultés. C'est ça, un des plus consultés. Moi, ouais. j'allais dire, c'est. Toujours moi, je l'ai. En 2022. Ouais. Bah, c'est quand même un petit sondage. Qui a déjà suivi ce cours? Moi. Moi. En vrai, je vais régulièrement sur mon cours pour retrouver comment on fait. Hein. C'est vrai. Ouais. Ça c'est ouf. Ouais, j'oublie. Ça te sert de base de données de connaissances. Ça me sert un peu, ouais. Et donc à partir du moment où tu mets ce cours en ligne sur le site du zéro, c'est comme ça qu'il s'appelle tout de suite? Très vite, genre quelques mois, ça s'appelait la page perso de Mathieu Nebra. Oh. Et en fait, je l'ai renommé en site du zéro parce que je me dis qu'il fallait un nom pour le site qui soit pas page perso. Après une réflexion intense de 60 secondes, je me suis dit quel nom. Ouais, t'as pas besoin de prérequis, donc on va faire 0, allez, tu pars de 0 prérequis. Donc site du zéro. Moi, la première chose qui m'a frappé quand j'étais gamin, quoi, et que je suivais tes cours, c'était le truc que c'est didactique, tu t'ennuies pas, et tu captes vite, il y a des métaphores et tout. Ça t'est venu d'où ça? Bon, est-ce que les cours ont peut-être été mis à jour depuis, mais dès le début, je pense qu'il y avait quand même cette patte-là. Ça t'est venu d'où ça, cette envie de... C'est très spontané, mais c'est que j'avais envie de kiffer. Ouais. Alors je pense que je suis quelqu'un qui aime écrire de base, donc je m'amuse à écrire. Et puis voilà, je me suis dit, trop bien, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier en fait en apprenant? C'est rigolo, en fait, c'est juste parce que moi, je m'éclatais à créer des sites, je trouvais ça trop bien. Et donc j'essayais de faire partager ce plaisir que j'avais. Et donc je l'écris, ce plaisir. Ça se ressent, je pense, dans le ton aussi des cours, la façon dont j'écris. Et puis j'ai utilisé des astuces comme le fait de poser des questions au milieu du cours, qui sont en fait les questions que je me posais. Donc je me réponds à moi-même. Donc j'ai osé devenir un peu schizophrène en me disant mais pourquoi on fait ça? Ça paraît bizarre, etc. Pour montrer que c'est bien de poser les questions. Même les questions débiles. Donc je fais exprès de poser les questions débiles parce que c'est des questions que moi aussi je me posais. Et qu'en salle de classe, on t'a appris à pas lever la main pour poser des questions débiles parce que tu parais comme un con devant tout le monde. Et donc j'ai mis cette astuce-là en place dans les cours et régulièrement je fais des questions-réponses, je rebondis, je fais des blagues, j'essaie de pas faire des trucs trop lourds, mais en gros je m'amuse et j'ai envie de faire partager cet amusement et c'est tout. C'est au moment où tu lances le site du zéro à l'époque, tu as 13-14 ans, ça prend assez vite quand même un peu d'ampleur. Ça fait quoi quand tu as cet âge-là d'avoir autant entre guillemets de visibilité? C'est pas toi, c'est ton service, mais toi tu le vis comment perso? Alors c'est pas vrai que ça ait pris de la visibilité très vite parce que je pense qu'il y a eu bien 5 années, c'est long, où il y a 3 chats qui passent sur le site. Quand j'avais 100 visiteurs par mois, c'était la fête. Ouais. C'était la fête. Quand j'avais un message qui était posté sur les forums, je me souviens encore le jour où le premier message a été posté sur les premiers forums, j'étais au ski. Et j'essayais d'aller sur la borne internet 56K pour me connecter. Ça fallait mettre des pièces et tout. Littéralement, fallait mettre des pièces pour se connecter à internet. Hein. Pour voir le message. Ensuite, écrire la réponse hors ligne.
et ensuite me reconnecter 2 minutes pour juste uploader la réponse. Donc, non, j'insiste sur le fait que ça a mis beaucoup de temps à maturer. Succès, mais quand même, moi j'essaie de me projeter, par exemple, quand j'avais 13-14 ans, l'idée d'avoir une plateforme publique où comment dire, les gens voient mon travail et peuvent interagir avec moi, c'est un truc quand même. Mais il n'y avait personne à l'âge de 13 ans, j'insiste. Ouais. Là où ça commençait à devenir assez connu, c'est quand j'ai commencé à avoir 18-20 ans. Ouais, okay. Et là, effectivement, dans mon école d'ingénieur, quand j'arrivais, les gens savaient que je faisais un truc qui s'appelait le cycle du zéro. J'étais pas connu de visage, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y a pas de photo de moi nulle part en fait. Moi, je signais Mathéo 21 et il y avait vraiment aucune photo. C'est un avatar de Bart Simpson la plupart du temps. Donc très difficile de me reconnaître, mais les gens savaient au final qui j'étais. Et donc là, ouais, c'est vrai que les gens commencent à en parler un peu, mais c'est uniquement dans un cercle bien geek d'école d'ingénieur. En dehors, personne ne me connaît. Donc ça me fait rien de spécial. En vrai, moi, je suis toujours à fond parce que je kiffe écrire des cours, je kiffe partager, je kiffe aider les gens, etc. Donc je continue à faire ça. Et il y a des gens qui effectivement me connaissent par ça, mais clairement, ça me confère pas particulièrement un statut social dans l'école. J'ai juste ma bande de potes et on fait ce qu'on a à faire. Ils suivent parfois tes cours sans forcément le savoir. Pour beaucoup, ils le savaient quand même. Ouais. C'est l'administration de l'école qui le savait pas forcément. Des fois, c'est amusant de voir un prof qui recommande ton cours alors que toi-même t'es. C'est incroyable. Quel homme. C'est génial. Mais tout le monde veut ça dans sa vie. Et puis, par contre, au fil des années, effectivement, je suis devenu un peu plus public dans le sens où j'ai mis ma photo et j'ai fait les vidéos notamment. Et là, les gens me reconnaissent dans la rue régulièrement et m'arrêtent et me disent ah, tu t'appelles Mathieu Nebra et c'est grâce à toi le site du zéro. Y compris quand j'ai un masque, les gens me reconnaissent. Donc ça m'a fait halluciner. Sur la question en 2022, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait s'y mettre? Eh ben, je pense que c'est une question piège et qu'il ne faut pas y répondre. Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur format. Je pense que chaque individu est unique, a des besoins d'apprendre différents et des parcours de vie différents. Mais c'est totalement la grosse erreur qu'on fait dans le système scolaire, c'est qu'on pense qu'on doit être formaté, qu'il y a une bonne façon de faire et que si on se plante ou qu'on fait une erreur à un moment donné, on va jamais s'en ressortir et jamais retomber sur nos pattes. C'est pas du tout vrai. Dans ma boîte, il y a des gens qui ont tous des histoires très différentes, mais vraiment très différentes. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut savoir se faire confiance et savoir aussi reconnaître le fait qu'on est unique, qu'on va avoir un parcours de vie unique. Et donc la bonne réponse, c'est de faire le truc qui te plaît, le truc que tu aimerais créer, le truc qui te donne envie à ce moment-là. Et peu importe le langage, et même tu peux prendre un langage un peu obsolète ou qui va plus tard être obsolète. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'entamer la démarche progressive, de faire des choses. Ce côté un peu hacker mindset, il faut l'avoir dès le début, c'est je veux créer des choses. Donc, vas-y, lance-toi. Si ton but, c'est de faire un serveur Minecraft ou je sais pas quoi et tu veux apprendre à faire ça, tu vas peut-être devoir apprendre tel ou tel langage de programmation. Et tu vas apprendre au fur et à mesure. Et c'est parce que ça te fait kiffer justement de modifier ton serveur Minecraft que tu vas passer des heures et des heures à apprendre telle et telle spécificité du langage Java que tu n'aurais jamais fait en temps normal parce que ça te fait vraiment chier. Là, d'un coup, ça devient excitant parce que tu as un projet, tu as un truc à réaliser. Un truc précis. Tu peux pas être ministre de l'éducation, un peu comme ça C'est plus compliqué que juste ça, l'éducation, mais... Et alors, bon, moi, ce projet-là, je me souviens, c'était justement sur ma calculatrice basique, c'était de faire un Texas Hold'em. Ah oui, c'est. Mais en fait, ça doit être vachement dur. C'était bon. J'ai fait une version hyper simplifiée où tu t'avais que à partir du 7. T'avais 7 parce qu'avec toutes les règles et tout. Et chacun des cas, je me souviens, j'étais totalement fait manuellement et ça prenait 30 secondes à la fin d'un tour pour calculer qui avait gagné. Est-ce qu'il y avait un arbre de if-else gigantesque? Donc non, mais j'approuve totalement parce que je m'en foutais totalement du code, du langage, du basique, ça m'intéressait pas. Je voulais juste avoir le résultat, quoi. Il faut faire du sale. Faut pas avoir peur en fait de passer par des trucs mauvais, mal faits, mais qui donnent un résultat. Et après, plus tard, t'apprends pourquoi c'est bien de pas faire des imbrications de if impossibles. Mais t'es obligé de passer par là, de faire l'erreur aussi, parce que ça prend 30 secondes et que c'est trop long pour vouloir améliorer. Mais t'as besoin d'un résultat assez tôt. Je choisis un projet, j'ai un truc, j'aimerais bien réaliser par exemple un petit jeu sur ordinateur. C'est souvent le cas. C'est souvent il faut reconnaître, c'est souvent des jeux. Voilà. Tu conseillerais quoi aujourd'hui pour commencer? Quel jeu t'aimes, toi? Je veux faire un Flappy Bird, par exemple. Un Flappy Bird. Donc tu voudrais faire un Flappy Bird, donc t'appuies et il monte, il descend, il doit passer à travers. Exactement. Et il va falloir trouver un moyen d'avoir une solution qui technologiquement fonctionne pour ça. Donc tu vas chercher un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi. Tu vas peut-être pas du tout savoir où chercher. Donc tu vas demander à tes potes. Je demande à mes potes. Tes potes, ils savent pas non plus? T'as pas de potes? Ah, c'est con. Tu sais vraiment très seul. Non, je sais pas. Okay. Très seul. Mais par contre, j'aimerais qu'il me donne un conseil. Compétence Google, comment coder un Flappy Bird. Ok. Et je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Allez. Globalement, tu risques de trouver quelqu'un qui a des explications, etc. Peu importe la technologie. Moi, je saurais le faire avec, à l'époque du C, du SDL. Okay. Tu pourrais le faire en Swift, tu pourrais le faire. À l'époque, tu pouvais coder en Flash. Flash, ça n'existe plus, mais. Ça n'existe plus, ActionScript et tout ça. Mais tu pourrais le faire en Java sans aucun problème, à mon sens. Tu pourrais le faire en Python, tu pourrais le faire
On s'en fout. On s'en fout. Prends un Et, truc au et hasard. peut-être même que je te conseillerais de. C'est assez radical, hein, franchement. Parce que moi, s'en fout. on en débat tous de c'est quoi le meilleur langage pour commencer à apprendre la programmation, etc. Tout le monde a des avis. Alors, tout le monde, YouTube, merde. YouTube en débat beaucoup. Ouais, YouTube en Vraiment, débat beaucoup. YouTube, Oui, les il y a- gens adorent débattre de ça, mais pour Ouais. moi, je vais être un peu cash. Je pense que c'est un s'en fout. débat de gens qui démarrent souvent dans la programmation. Ils se disent que c'est quoi le meilleur langage. Nous, chez Open Classrooms, en fait, cette question-là, elle est assez dépassée. La question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et peu importe le moyen, il y a une réponse à un moment donné que tu vas trouver sur le domaine que tu vises, mais tu peux passer par plusieurs chemins et ça fonctionne quand même. La vie de Mathieu Némara. C'est un débat de comptoir. de comptoir. Vraiment, je pense que c'est pas. Après, ça amuse des gens et ils peuvent y passer des heures, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui créent vraiment des choses et qui ont vraiment sorti leur jeu qui est très mal codé. Et je suis sûr que l'application iBeer, elle est sûrement très très mal codée en réalité derrière. Certainement. Mais on s'en fout. Elle a répondu aux besoins. Elle marchait. Et après, tu comprendras pourquoi c'est bien de bien coder. Mais il faut passer par mal coder et faire le truc pour ensuite comprendre l'intérêt de vraiment bien structurer son code. Je suis resté à mal coder par exemple. Non, mais Et franchement, moi, c'est bien. j'adore cette réponse de se dire, en fait, fais une recherche Google avec ce que tu veux faire dedans. Tape-le. Tu prends le premier truc et tu commences et t'arrêtes. Et lance-toi aussi. Et Genre, t'en t'arrêtes- choisis un et lance-toi. Déjà, t'arrêtes de regarder des vidéos qui essayent de t'expliquer comment il faut se lancer, en fait. Sauf Mais avoir un les mentor, vidéos- ça aide. sauf les vidéos dans Je sais pas, sur Ouais, sur c'est Open ça. Classroom, je pense vraiment avoir trouvé quelqu'un qui peut servir de mentor. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc des fois, tu sais pas, t'as peut-être pas de potes qui en fait, etc. Mais il faut aller les chercher. Il faut trouver quelque part sur internet quelqu'un qui pourrait faire un peu de mentorat régulier. Et ça, je pense, c'est le meilleur truc. Nicode qui va recevoir beaucoup trop de mails après cette émission. Oui, bonjour, je m'appelle Valentin. Est-ce que tu peux être mon mentor? Sois mon daddy de code. Un jour, tu as dit, je vais retrouver ma question. On a refusé de mettre une formation sur Open Classroom pour faire du jeu vidéo. Ah oui. Parce que, en fait, quand tu estimes que potentiellement il n'y a pas assez d'emplois derrière, tu penses que c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, la Pourquoi méthodologie qu'on a chez Open Classrooms pour faire nos formations, c'est on regarde l'état du marché du travail et la tension sur le marché du travail. Et donc, on veut réaliser uniquement des formations où les employeurs ont du mal à trouver des gens. Parce qu'on sait que du coup, on va former les gens pour quelque chose et ils auront un travail derrière. Notre objectif est que les gens aient un travail derrière. Et d'ailleurs, on mesure ce qu'on appelle le job placement rate. On veut qu'il y ait un certain pourcentage de gens qui, à la fin de la formation diplômante notamment, trouvent un emploi. Donc ça sert à rien d'aller les amener à l'abattoir si c'est un truc où c'est complètement bouché. Et effectivement, alors c'est ça qui est amusant, c'est une question d'offre et de demande. On a beaucoup de gens qui nous disent j'adorerais faire une formation de développeur de jeux vidéo. On l'a régulièrement. Parce que justement, pour la raison, c'est j'aime bien faire ça, j'aimerais développer des jeux vidéo. Ouais. Le problème, c'est que dans la méthode qu'on a chez Open Classroom, c'est qu'on regarde l'état du marché du travail. On est connecté à des outils d'analyse en temps réel du marché du travail, comme Talent Neuron, qui nous permettent d'estimer la tension à un moment donné dans telle région, sur tel domaine. Et on voit que on a regardé, donc, parce qu'on nous a demandé, on a regardé pour développeurs de jeux vidéo, et la réponse est globalement bon courage. Il y a plein de gens qui en vivent, mais globalement, bon courage. Il y a plein d'autres domaines où ce sera plus facile de vivre du développement. Donc, pour une personne qui réussit parce que son jeu c'est Flappy Bird et il a gagné des millions, il y en a combien qui n'ont jamais gagné d'argent? Beaucoup trop. Et donc, du coup, on s'est dit, on va envoyer les gens à l'abattoir. Et ça serait pas honnête. Franchement, c'est intéressant. Donc, même si on aurait gagné de l'argent, en fait, les gens auraient été déçus derrière et n'auraient pas trouvé d'emploi. Donc, on pense que ce n'est pas sain. Du coup, ça nous a amené à refuser des formations ou alors en faire d'autres. T'as d'autres On n'aurait exemples pas ou pas? pensé à l'inverse. T'as des exemples de ça? Pas beaucoup de monde me dit de j'aimerais. formations que t'as pas faites autres que le jeu vidéo, et à l'inverse de formations que tu t'es dit on va pas le faire, et en fait si, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Gestionnaire de paye dans les RH. marrant. Gens qui font la paye. ça a l'air En fait, super chiant ça. Ça a l'air chiant. Donc, du coup, tu n'avais pas beaucoup de gens qui, de base, rêvent de faire gestionnaire de paye ou comptable même d'ailleurs. Mais les besoins sont énormes, les besoins sont immenses. Et donc, on préfère aller chercher des gens et les motiver à dire là, il y a des trucs. Okay. Parce que vraiment, les besoins sur gestionnaire de paye sont réels et grands. Et donc, on a fait une formation. Donc, du coup, on galère à trouver des candidats, mais on en trouve quand même. Parce que là, on sait que derrière, ils ont un emploi. Okay. Si le marché évolue et qu'il y a un métier qui recrute plus, vous enlevez la formation? Ouais. Ah okay, donc c'est vraiment même en accès en gratuit. fait. Comment? Même en accès gratuit, par exemple. On retire des cours effectivement de temps en temps. On a fait pas mal de ménages, de plusieurs centaines de cours, plusieurs centaines, peut-être au moins 150. Parce que les cours devenaient obsolètes, donc on avait un peu honte de montrer des trucs un peu vieux et obsolètes. Donc évidemment on enlève ou on remplace par quelque chose de plus nouveau. Et Et donc il y a des formations ou des trucs un peu où effectivement on se pose la question est-ce qu'on va le changer, est-ce qu'on va l'adapter, parce que ça évolue, les tendances évoluent. Ouais. On a un tweet justement qu'on voulait vous envoyer. Quel est le taux de sortie positive on n'a plus le tweet, mais je vous le lis. Quel est le taux de sortie positive en prenant en compte les abandons et fins de financement sur Open Classroom? Alors c'est quoi une sortie positive? Bon, c'est, j'imagine, je devine du tweet, mais c'est à mon avis le nombre de gens qui finissent la formation payante et qui obtiennent le diplôme, quoi.
Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle chez Open Classroom les student outcomes. Okay. Et on en a deux, c'est les 2 étoiles polaires qui nous guident. Et c'est des données, c'est bien qu'on pose la question, parce que c'est des données, je pense, qui méritent d'être publiques et qui méritent d'être diffusées en temps réel. Mais les écoles le font pas, parce que, soit elles ne mesurent pas certains trucs, soit elles trafiquent les nombres de façon volontaire ou involontaire. Et donc, il n'y a pas de standard. Tu peux pas comparer une école et une autre, parce qu'ils enlèvent des calculs. Parfois, certaines personnes, parce que ça les arrange, parce que c'est. Ou alors, tu as les classements l'étudiant, que tout le monde a consulté. Il y a du bullshit derrière. Les directeurs d'école m'ont dit, on enlève des gens de ça. Évidemment. Et je pense qu'en fait, ça, c'est pas soutenable, parce que ça va pas tenir dans la durée. Du coup, je réponds à la question, parce que je me rends compte que ça varie selon les formations. Plus la formation est avancée, plus les gens finissent par avoir un travail plus rapidement. Ou avoir le diplôme. La moyenne qu'on va trouver tourne entre 50 et 70% des gens qui démarrent la formation et ensuite ont le diplôme. C'est pas mal. Hein. Mais parfois, une formation où c'est plus bas et parfois où c'est plus haut. Okay. Et si tu regardes les alternants, eux, sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir le diplôme à la fin et d'avoir un boulot signé en CDI à la fin. Donc, moi, je sais qu'il y a des formations où il faut qu'on s'améliore, où c'est plus inférieur à 50%, on a des 30% notamment, 30-40%, et d'autres fois où ça monte à 80%. Okay. Pas beaucoup plus, je pense. Donc c'est un truc qu'on traque en interne, mais tu vois, même nous en interne, on n'est pas d'accord des fois sur la façon de mesurer. Je veux dire, avant de venir ici, j'étais dans un meeting justement avec 8 personnes où on était en train de débattre sur la formule parce qu'on n'était pas d'accord sur c'était la bonne façon de le calculer. Autant te dire que tu peux pas comparer les chiffres avancés par une école avec les chiffres avancés par une autre école parce qu'il y a trop de paramètres en fait sur lesquels tu peux jouer. Ce qui manque aujourd'hui, c'est pas de standard. J'ai découvert un standard, il existe, un américain, s'appelle CIRR, CIRR.org. Mais c'est pas très connu et c'est un truc de bootcamp américain notamment qui essaye de standardiser ça. Pour éviter les classements étudiants un petit peu foireux, quoi. Voilà. Et c'est audité par des tierces parties. Donc du coup, t'as un auditeur qui va vérifier que les nombres, tu as sorti de ta base et qui sont vraiment les bons nombres et que t'as pas cheaté en fait.